Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me donne pour la 4e et malheureusement dernière fois l'occasion de recevoir Thomas Patet, étudiant à l'école de la rue du Louvre, à l'école du Louvre, et auteur d'un tout récent mémoire intitulé Anthropologie des chanteurs de cabaret. Alors, nous avons évoqué plusieurs de ces chanteurs de cabaret que vous avez interrogés pour les besoins de votre mémoire, en même temps que vous plongiez dans les archives comme font tous les étudiants de l'école du Louvre. Il nous en manque encore quelques-uns, on en a évoqué... Quatre. Il manque Jean-Pierre Réginal et Francesca. Et Francesca Solville. Jean-Pierre Réginal, peut-être le moins connu de tous ceux que vous avez Et oui, interrogés. et c'est ça que j'en voulais un moins connu que les autres. Parce que vraiment, les 6 reflètent parfaitement les différentes carrières qu'on pouvait trouver au cabaret. Jean-Pierre Réginal, il a quand même fini première partie de Nougaro et de Cora Vauquer. Vous avez un titre de lui en tête ? Oui, alors son titre le plus connu, c'est Les mots s'en vont. D'accord. Les mots s'en vont. Et il a des chansons typiquement de cabaret. Une qui s'appelle par exemple Madame Alice, où ça raconte Madame Alice, chaque matin, se lève pour faire uriner son chien. Madame Alice a l'air hautain, mais son chien pisse. Et ça lui fait du bien. Des chansons très de cabaret comme ça, très, très accroche public. Mais en même temps, une qualité, une forte interprétation, une voix un peu à la Serge Lama, en fait. Très belle. Et Jean-Pierre Réginal, lui... il était prof de sport, ses parents ne voulaient pas qu'il chante, comme beaucoup de parents d'artistes. Et il a fait sa petite révolution à 27 ans, et il s'est dit, bon, je prends ma guitare et je vais passer une audition. Et il a chanté à l'Écluse, aussi. Un mot sur les auditions. Oui. Parce qu'il ne suffisait pas d'arriver et de dire « je voudrais chanter », on vous disait « revenez, il y a une place dans 15 jours ». C'est le seul moment, j'ai l'impression, où vraiment les artistes étaient en concurrence. C'est à ce moment-là. Serge Lama m'a raconté que sa première audition, il y avait la queue dehors et qu'on y allait sans y croire, en fait. Vraiment. Et lui a été reçu. Marie-Thérèse Aurin, son audition est assez incroyable aussi. C'est très rigolo parce que je crois que c'était à 2h du matin, à l'échelle de Jacob. Elle est arrivée, il y avait 2 clients. Et donc, Suzy Lebrun, la directrice, a mis au premier rang la dame du vestiaire, le barman, etc., pour lui faire un auditoire. Et elle a été prise comme ça, Marie-Thérèse, à 2h du matin, dans le flou de la nuit. Revenons à Jean-Pierre Réginal. Qu'est-ce qui lui arrive ou qu'est-ce qui ne lui arrive pas, plutôt ? Alors, juste un mot pour rappeler à nos auditeurs qu'ils n'ont peut-être pas besoin que je le fasse, mais que s'ils vont sur les plateformes genre YouTube et autres, ils trouveront Jean-Pierre bien sûr. Réginal. Et d'ailleurs, il y a un disque enregistré en public qui est très joli. C'est peut-être le disque qu'il a fait au moins 4 albums, Jean-Pierre Réginal. Et celui-ci, qui est un concert enregistré, reflète le mieux ce que ça peut donner. C'est vraiment très très bien. Et Jean-Pierre Réginal, il a passé sa vie dans les cabarets de Paris et de province, parce qu'il y avait aussi des cabarets de province. Il faisait des tournées comme ça. Et il a fait des festivals. Et un jour, parce que c'est là qu'on voit que c'était aussi au cabaret qu'on rencontrait les bonnes personnes, il est tombé sur Cora Vauquer, qui était dans le public. Cora a adoré. Et elle l'a pris en première partie. Voilà. Mais il n'a jamais réussi à casser les murs, quoi. Alors, il a vécu de la chanson jusqu'à la retraite ou... Oui, c'est ça. Alors, ça, je vais être très volatile là-dessus, mais globalement, sur les 6 artistes interrogés, 5, encore aujourd'hui, vivent bien. Il n'y a qu'un artiste. Parce que les artistes ont commencé à être déclarés en 63 au cabaret. Avant, ils n'étaient pas déclarés. Ou du moins, c'était pas obligatoire. Et c'était pas toujours... Quand on voit les cachets au cabaret, quand on chantait à l'échelle de Jacob, c'était 10 francs par soir. Quand on chantait... Claude Lemel chantait, quand il a chanté ses 15 jours au Cheval d'Or, il était payé 20 francs. Il prenait une bière à 5 francs sur place et un taxi 10 francs pour rentrer. Ça faisait 5 francs par jour. C'était vraiment de la vache maigre.
pour tous. Francesca Solville, Oui. qui elle aussi fait comme Marie-Thérèse Warren, continue à chanter. Elle, c'est une chanteuse de cabaret avec comment on peut dire, un signe distinctif. L'engagement. L'engagement que les 5 autres détestent. Et ça m'a vraiment intéressé. J'ai toute une partie du coup sur Il déteste l'engagement, il déteste Oui. pas Francesca. Ah oui, non, pas du tout. Francesca qui est adorable. Et là, parce que je pense, moi je l'ai vu chanter une fois Francesca, qu'elle chante Amsterdam de Brel, qu'elle chante Merde à Vauban ou qu'elle chante J'entends, c'est le point levé. Et c'est presque un meeting politique à chaque fois. Ça, je peux comprendre que ça dérange, mais la rive gauche quand même portait bien son nom, je pense, il y a 50 ans. Et ça, c'était intéressant parce que c'est peut-être la seule fois au cabaret où le public était déjà conquis avant qu'elle se mette à chanter. Je pense. Et en même temps, elle n'a peur de rien, Francesca, parce qu'elle m'a raconté... Parce qu'elle a quand même eu une belle carrière, Francesca, elle n'a pas fait que du cabaret. Et je ne sais plus en quelle année, parce que j'étais pas né, elle est allée chanter aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Elle chantait à l'Institut de France ou à l'ambassade de France, je ne sais plus. Et Nixon est venu. Et Nixon l'a invitée à valser. Et pendant qu'il valsait, elle lui a chanté Vietnam. Au Vietnam, il y avait des odeurs de jasmin. On sent quand même l'interprète qui n'a peur de rien. Oui, ça, elle a une personnalité affirmée. Oui. Cela dit, c'est une chanteuse engagée sur des textes, la plupart du temps, très littéraires. Terriblement. Et rédigés par des gens de gauche, mais ça ne fait pas forcément de j'entends un cantique pour les socialistes ou les communistes. C'est pas, elle chantait pas Non, elle chantait l'international à chaque fois, ça c'est sûr. Oui. Mais avant, elle chantait du Guillaudic, elle chantait du Macorlan. Et d'ailleurs, elle a une chanson qui s'appelle J'ai chanté les poètes, qui je crois est de Pierre Grosse. Et Francesca m'a dit, ce qui me plaisait, c'était quand des étudiants venaient et je voyais qu'en m'écoutant, ils apprenaient des choses. Ça leur donnait envie d'écrire, ça leur donnait envie de... Voilà, c'est aussi une grande transmission, ce métier, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de noms qu'on pourrait évoquer que vous n'avez pas pu rencontrer pour la raison que la Camarde vous avez précédé. Vous avez parlé de Christine Sèvres tout à l'heure, une chanteuse d'une très très grande finesse d'interprétation, mais qui malheureusement qui a mis fin à ses jours. Vous avez tout à l'heure évoqué, ce sera l'une de mes 2 dernières questions, vous avez évoqué les cabarets en province. Oui. C'est pas votre sujet, mais ça l'est un peu quand même. Oui. Où étaient-ils et qui les fréquentait comme artistes? Eh bien, à vrai dire, tout le monde, parce que je vais donner un exemple. Le cabaret L'Écume, qui se trouvait au centre de la France. Alors, je ne pourrais plus dire la ville, mais il y a un très bel ouvrage qui est sorti, qui s'appelle Cabaret de l'Écume. Et quand on voit dans ce livre qui y a chanté, Aznavour, Patachou, Jean-Pierre Réginal, Catherine Sauvage, Juliette Gréco, les frères Jacques, on se dit quand même... les petites villes de province, parce que c'est vraiment une ville pas connue. Je me demande si c'est pas dans l'Allier ou quelque chose comme ça, une toute petite ville. Toutes les villes de l'Allier sont connues, je le dis pour que les auditeurs de l'Allier ne se fâchent pas avec nous. Non, ça mais peut par être exemple, un moulin, mais moi je vais raconter une anecdote. C'est Marcel Amont, pendant des années, est venu chanter. Et là, je peux le dire parce que mon grand-père y habite, à Audruic, une petite ville du Pas-de-Calais où il y avait 1500 habitants. Il y avait un petit cabaret. Marcel Amont y allait. Oui, Marcel Amont, c'est un exemple totalement atypique parce que ce type avait la joie de chanter depuis Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Orteils jusqu'aux cheveux. Et dès qu'il pouvait chanter, seul ou avec quelqu'un, il vous embarquait. Tout à fait. C'est peut-être Alors, ce mémoire lui est dédié parce qu'il est décédé juste avant que je puisse... Alors, je le connaissais. On a eu une très belle amitié. Mais j'aurais aimé la voir un petit peu, même s'il n'a pas fait la rive gauche, mais il aurait pu me donner des beaux témoignages. Mais oui, c'était quelqu'un de magnifique, peut-être les plus gentils que j'ai rencontrés de ma vie. Les plus naturellement gentils, je crois qu'on peut dire. Ouais. C'était vraiment une fontaine de joie, d'amabilité, de gentillesse et d'esprit agréable. On dit aujourd'hui esprit positif, mais c'est un côté comptable qui est moins sympathique. Thomas Patey, oui.
les cabarets ont fermé, Oui. les uns après les autres, dans les années 70. On donne plusieurs explications à ces fermetures. J'aimerais entendre là ou les vôtres avant de vous proposer éventuellement la mienne. Pour moi, elles sont multiples. La première, c'est... Et ça, je vais le reprendre à Henri Gougaud, justement, ce sera un petit hommage, c'est que les révolutions comme ça, artistiques, parce que pour moi, c'en est une, vraiment, sont faits pour être des moments. Si c'est mythique aujourd'hui, c'est justement parce que ça a duré que 25 ans ou 30 ans. Après, évidemment qu'il y a eu l'arrivée de la musique américaine, évidemment qu'il y a eu la télévision dans les foyers, évidemment qu'il y a eu aussi des gens qui sont devenus célèbres finalement. Et donc les cabarets, les grands noms des cabarets sont devenus des stars de music hall. Mais je crois surtout que la vraie raison, c'est que le temps est passé et que l'intérêt est passé ailleurs. Après, les petites salles sont devenues surtout des salles de comédie. Il y a eu là où a commencé Coluche, après. Mais je crois que c'est ça. La vraie raison pour moi, c'est que les révolutions ne durent jamais plus de 20 ans, en fait. Oui, je pense quand même qu'il y a eu d'autres éléments. Parce qu'au fond, ce que Henri Gougaud vous a suggéré, c'est surtout qu'il ne faut pas se complaire dans des refabrications du passé. Que ça a été un passé, que ce passé nous est accessible si on en a envie, parce que les disques sont les moyens d'écouter le répertoire de ces cabarets sont plus considérables qu'à l'époque des cabarets eux-mêmes. Mais il n'en reste pas moins que je crois qu'il y a eu d'autres facteurs. J'en citerai deux. Le premier, c'est l'obsession de la sécurité. Oui. Qui a fait que progressivement, beaucoup des salles, vous avez décrit tout à l'heure l'échelle de Jacob, aujourd'hui on ferme dans la seconde et on met en prison le propriétaire. Le Tabou aussi, en fait. Le Tabou, c'est pareil, c'est imaginer qu'il y ait le feu à l'échelle de Jacob, non, ça fait un barbecue de spectateurs. Et on peut dire ça pour d'autres. Les issues de secours de l'écluse, pas non plus. Bon. Seulement, l'application sans discernement de ces mesures de sécurité a contribué à empêcher la transmission. C'est-à-dire que la police a laissé le temps que les anciens patrons étaient là, mais quand il a été question de dire « Ah ben bon, nous on a fait notre temps, mais on a un successeur, un fils, un neveu, un ami qui veut reprendre. Oh là là là, non. » Ce qui était toléré parce qu'il y avait un usage, à ce moment-là, vous repassez par le moule des mesures de sécurité et qui sont des mesures qui sont appliquées à la manière de l'administration, c'est-à-dire uniformément et sans considération pour les particularités du lieu. Puis l'autre chose, je crois que ça a été l'URSSAF. Oui. Je pense que, pour faire une comparaison qui peut parler à nos auditeurs, aujourd'hui, il existe des systèmes de cotisation sociale qui sont, par exemple, pour les auteurs. Pour les droits d'auteur, les cotisations URSSAF sont infiniment plus légères qu'elles ne le sont pour l'employé d'une entreprise, d'une société, par exemple. Si un éditeur paye son auteur en droit d'auteur, ce qui est le cas évidemment dans 99 cas sur 100, les cotisations sociales qu'il a à payer sont rien du tout, si j'ose dire, elles sont suffisamment substantielles, mais par rapport à ce qu'il doit payer pour un des employés de sa maison d'édition, qui atteint presque 60% du salaire de ses employés. Et ça, l'URSSAF n'a jamais voulu. N'a jamais accepté de calculer les cotisations sociales d'une manière qui soit adaptée à l'activité qui était celle des chanteurs. Je crois que ça a quand même beaucoup contribué. Ça a joué. Et il y a un très très beau livre qui vient de sortir, écrit par Laurent Carmé, qui s'appelle La chanson de l'écluse, où c'est une retranscription de l'entretien qu'il a eu avec Marc Chevalier, directeur de l'écluse. Et Marc Chevalier explique que jusqu'en 63, les cabarets étaient sur le même système d'impôt que les maisons closes. Et qu'en 63, tout bascule, ça devient sur la même tranche que les restaurants. Et là, tout a fermé. Tout a fermé. Et la même année, obligation de déclarer les artistes. Et à partir de là, les toutes petites salles n'ont pas tenu. L'écluse a fermé au début
des années 70. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Réginal qui l'a fermé. Et après, de là, quand l'Écluse a fermé, Marie-Thérèse a dit notre école, ils ont fermé notre école. Tout est là. Mais c'est de ces écoles que vous parlez, Thomas Patet, dans votre mémoire pour l'école du Louvre. Vous le pensez qu'il pourrait être un jour publié d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas sur Internet. Pour qui veut le visionner, du fait de sa beauté, j'ai eu ma soutenance il y a 2 jours, du fait de la gentillesse et de l'enthousiasme de ma directrice de mémoire, il va être déposé au MUSEM à Marseille, et j'ai accepté qu'il soit sur la base de données d'UMA, qui répertorie tous les mémoires des étudiants qui l'acceptent. Donc oui, après le publier, je suis facilement... Et le fait qu'il soit au MUSEM, ça sert à quoi ? Ah bah ça sert qu'il est consultable là-bas, D'accord, déjà. Il est consultable physiquement, oui, pas électroniquement. Oui. Et avec les annexes, et la liste de chansons que je conseille pour qui veut comprendre ce qu'a été un répertoire au cabaret. Et parce que j'espère, j'ai fait un stage au MUSEM il y a 2 mois, et je me suis dit que s'il y a un conservateur dans les auditeurs, c'est pas impossible. Qu'une exposition sur le cabaret, vraiment, ça vaudrait le coup. Et au MUSEM, je l'imagine très bien parce que le MUSEM est très, très, très féru d'expositions sur justement tout ce qui est anthropologie et tout ce qui est société. Ce serait formidable. Et puis, enfin, Marseille a été ce qu'il faut dire, la 2e ville de la chanson, ou la première, on ne sait pas très bien, la première ex-aequo. La première ennemie, oui. Il y a un moment où, pendant très longtemps même, où il était impossible de faire une carrière dans la chanson si on n'avait pas convaincu le public de Marseille. Charles Trenet le dit très bien. Et quelquefois aussi le public de Toulon, qui n'était pas non plus très... Ah oui. Qui n'était pas très facile. Mais le public de Marseille, oui, c'était vraiment un cas. Thomas Patet, nos auditeurs trouveront donc, je leur indiquerai, les références de votre mémoire, de votre association, on n'en a pas parlé, mais qui regroupe des gens de votre âge qui aiment la chanson qui a mon âge. Ou plus même, car c'est possible. Et aussi de la liste des chansons que vous avez à cœur de recommander. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.